Salut à tous, c'est Jikubi de la LPVP et je suis très heureux de pouvoir faire enfin apparaître sur cette chaîne le premier épisode de Botafiche. Il s'agira de la toute première vidéo consacrée 100% à la botanique et je suis tout aussi heureux car il s'agit de la vidéo qui a comme particularité de posséder des photos qui proviennent exclusivement de nos observations. C'est quelque chose que j'espérais pouvoir mettre en place assez tôt mais qui n'a malheureusement pas été fait. C'est chose faite avec cette vidéo et j'essaierai de produire la même chose pour les prochains concepts. Biotope, zoofiche, tous ces concepts là. Cela permet de renforcer nos connaissances et également l'assurance par rapport au sujet que nous traitons dans ces concepts. Vous l'avez donc compris, ne vous attendez pas tout de suite à voir des espèces provenant de contrées lointaines. En tout cas pas pour l'instant. Et afin de débuter ce nouveau chapitre végétal, je vais vous proposer de découvrir une plante bien particulière et de partir à la découverte de l'arôme d'Italie. Alors comme les épisodes de Zoofiche, cette vidéo est divisée en deux parties, avec chaque partie ses propres points abordés, et par ailleurs si jamais un point vous intéresse plus qu'un autre, je vous laisse ici la référence dans la vidéo pour que vous puissiez vous y rendre. Enfin, perdons pas plus de temps, ça fait assez longtemps que vous l'attendez, que j'attends aussi. Alors démarrons avec le premier point de la présentation générale de l'arôme Italicum. Qu'elle soit présentée sous le nom d'arôme d'Italie, faux arôme ou encore gouet d'Italie, l'espèce reste très prisée, d'une part par les naturalistes, car on y reviendra, mais il s'agit d'un végétal très particulier, mais également par les jardiniers, qui l'utilisent comme plante d'ornement, un statut qui est totalement mérité. En dépit de cette admiration de la part de l'homme, l'espèce n'en reste pas pour le moins une espèce toxique, et pas qu'un peu. À l'exception des feuilles qui peuvent servir, malgré une préparation minutieuse, l'ensemble de l'espèce contient des éléments dangereux pour notre organisme, causant plusieurs troubles au premier qui viendrait à l'ingérer. C'est notamment le cas des baies, qui peuvent conduire jusqu'au décès. Le végétal reste également dangereux uniquement par contact, certains pouvant contracter une réaction allergique ou avoir une sensation d'irritation lors de la manipulation des feuilles. Retenez cependant qu'il ne faut simplement faire attention, que cela ne justifie pas la destruction de l'espèce qui ne fait que développer sa stratégie de survie, ce qui mérite également toute notre admiration. Au-delà d'être une plante d'ornementation pour les jardins, l'arôme d'Italie possède bien entendu un patrimoine culinaire. Et j'ai bien envie d'en faire un running gag à chaque épisode, car autant en faune qu'en flore, je trouve toujours qu'on a une raison de manger n'importe quoi. Il s'agira là d'un patrimoine qui est cependant menacé, de moins en moins présent en France, mais le genre arôme fait encore l'objet de consommation. Que ce soit ces tubercules, pour leur amidon, ou bien leurs feuilles, c'est une consommation qui apparaît en France, en Angleterre, mais également en Turquie. Enfin, je finirai cette présentation de l'arôme en parlant également de sa présence dans l'homéopathie. Car se nourrir d'une plante toxique c'est bien, mais avec des raisons c'est mieux. Ici c'est encore l'amidon, qui aurait des vertus guérissantes, notamment sur la laryngite. Et enfin, on trouve également des notes concernant les feuilles qui peuvent lutter contre les abcès. Traitons alors de son écologie, qui n'est pas du tout complexe. On a affaire à un végétal qui n'est pas du tout compliqué en termes de conditions environnementales. La plante appréciera fortement les milieux humides, et de ce fait elle poussera aussi bien en plaine qu'en montagne, en compagnie de tout un autre cortège de plantes d'arômes de la même espèce ou à l'écart. Elle sera observable dans les haies, dans un talus ou à l'ombre d'un arbre. Le facteur déterminant sera ici l'humidité. Enfin, on trouve la transition parfaite pour parler de sa description, car peu importe où elle se trouvera, la plante restera facilement remarquable, et ce à tous les stades du développement. Commençons à parler du feuillage. Nous commencerons très simplement par l'appareil végétatif, autrement dit les feuilles. L'arôme d'Italie se distingue très bien de par son feuillage brillant et très imposant pour une plante qui ne dépasse pas l'étage herbacé. Ses feuilles porteront tout un réseau de veines blanches, donc des nervures, avec l'une d'entre elles qui fait tout le tour de la feuille. Cette nervure n'est pas forcément remarquée, mais dès qu'on en a conscience, on ne la loupe pas. Ce qu'il y aura également d'immanquable chez cette plante, et notamment lors de la floraison, ce sera son spadis, protégé par une spathe. Alors retenez bien ces termes,
car il s'agit tout simplement des critères de prédilection pour la détermination à vue des très nombreuses espèces d'arômes. Ici, à l'instar des Astéracées, famille comprenant le très célèbre pissenlit, la plante donne l'impression d'avoir qu'une seule fleur, mais il s'agit totalement d'un mensonge. Un même spécimen porte à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Toutes ces fleurs sont cachées par la spathe à la partie basse du spadice. On a une zone supérieure comprenant les fleurs mâles, entre ces deux zones avec des fils, que je vous présenterai plus tard, et la partie inférieure portant les fleurs femelles. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille la partie biologie de la plante. Concernant la floraison de l'arôme d'Italie, la couleur jaunâtre et blanchâtre du spadice, en forme de massue, entourée d'une grande spathe blanchâtre, sera l'aspect déterminant de l'espèce. On clôturera cet aspect description de la plante en parlant de sa fructification, qui est l'aspect le plus remarquable, ainsi que celui qui est à l'origine des nombreuses intoxications. Sans connaître le nom de l'arôme d'Italie, on peut être certain qu'on a déjà croisé cette fructification. On a affaire à une tige coriace portant en son bout tout un amas de boules rouges. Ce sont des baies de taille très hétérogène, notamment pour les formes, et ce sont des fruits qui sont visibles sur une certaine partie du territoire français, mais aussi de l'Europe et peut-être au-delà. Passons à la répartition. Et comme à l'accoutumée, on démarrera avec la répartition nationale sur le territoire français. On prend la France continentale ainsi que la Corse et on observe. On voit ici que la plante est quand même présente sur une large partie de territoire, dont la Corse, et elle disparaît de quelques départements quand on s'éloigne vers le nord-est. Alors la plante est surtout et majoritairement présente sur le pourtour méditerranéen, et c'est ce qui va ensuite donner sa très large répartition mondiale. On peut enchaîner. Une présence qui est donc favorisée dans le sud de la France grâce au climat méditerranéen, il s'agit de la même chose en parlant de l'Europe. L'arôme d'Italie est présente sur tous les pays qui bordent la Méditerranée, que ce soit l'Espagne, l'Italie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais elle est présente également sur des territoires un peu plus lointains, l'Angleterre, la Suisse, l'Ukraine et la Russie. La plante, grâce à sa domestication, a été naturalisée en Belgique et au Luxembourg, et en Amérique, notamment les États-Unis, où il s'agit d'une plante qui est invasive. Pour sa protection et sa réglementation, l'arôme apparaît sur la liste de la flore vasculaire de France métropolitaine et dans des listes équivalentes au niveau régional. Mais elle est toujours dans une catégorie qui ne justifie pas de réglementation particulière. On est soit sur du non applicable, de la préoccupation mineure ou bien sur des données insuffisantes. Néanmoins, cette absence de protection ne justifiera pas la détérioration des populations d'arômes. On est sur une plante déterminante pour les lieux humides. C'est sur cette parenthèse de sensibilisation que je clôture la première partie de ce numéro de Botafiche et partons à présent sur une présentation un peu plus botanique. Au vu de sa large répartition sur le territoire français, il est très probable de confondre l'arôme d'Italie avec les 3 autres espèces représentant le genre arôme en France. On est donc au nombre de 4, et respectivement, en plus de l'arôme d'Italie, nous avons l'arôme tacheté qui est tout aussi commune, voire plus que l'arôme d'Italie, et enfin 2 autres espèces à l'aire géographique beaucoup plus restreinte. Nous avons l'arôme des Alpes et enfin l'arôme pin, qui elle est endémique à la Corse. Alors l'identification de l'arôme d'Italie sera plus facile en partant des feuilles et au stade de l'inflorescence qu'en passant par la fructification, qui là demandera des critères un peu plus tendus. Avant de passer au point biologique, je vous laisse ici avec un montage qui a été réalisé pour bien vous montrer les différences majeures entre le spat et le spadice, et également la répartition géographique des espèces, afin de ne pas les confondre. Pour ce point biologique, je vais parler de l'aspect qui m'a convaincu de parler de l'arôme d'Italie pour ce tout premier épisode. On va porter ici notre attention toute particulière au mode de reproduction, plus précisément à la dissémination de l'arôme d'Italie. Comme nous pouvons le deviner, les plantes ont plusieurs modes de dissémination. On a plusieurs exemples avec l'hydrochorie, c'est quand l'eau intervient dans la dissémination des graines. On a l'autochorie,
quand la dissémination ne requiert pas d'éléments extérieurs. Pour l'arôme d'Italie, ce sera l'entomochorie. L'élément extérieur sera donc les insectes. À partir de ce moment, je vous vois derrière l'écran. Oui, beaucoup, énormément de plantes utilisent les insectes, abeilles, papillons, moustiques pour assurer leur dissémination. Je vous répondrai oui, mais sauf que ces nombreuses plantes utilisent des stratagèmes qui ne vont pas à l'encontre de l'insecte, qui sera de partir sur une autre plante juste après avoir récupéré le pollen. Là où l'arôme d'Italie se distingue, c'est que c'est véritablement une prison pour les insectes. Laissez-moi vous expliquer ce fascinant stratagème. Tout ceci démarre par la plante émettant une odeur nauséabonde, se rapprochant du cadavre en putréfaction pour l'arôme mange-mouche et pour quelque chose de semblable concernant l'arôme d'Italie. Cette odeur va attirer des insectes pollinisateurs et majoritairement des diptères, des petites mouches qui vont s'engouffrer dans la partie reproductrice de la plante. Arrivés à ce niveau-là, les insectes seront capables de descendre dans cette partie reproductrice, mais incapables de remonter. Pourquoi ? Eh bien en fait on a des soies qui sont en fait des fleurs stériles qui bloquent le passage et qui vont garder l'insecte dans cette poche pendant plusieurs heures, le temps qu'il se recouvre de pollen. Quelques heures plus tard, ces soies vont tout simplement flétrir et l'insecte sera capable de repartir ailleurs, couvert de pollen, et partir à la rencontre d'un autre individu dans lequel il sera de nouveau piégé pendant plusieurs heures. C'est comme ça que l'arôme d'Italie et toutes les autres espèces du genre arôme parviennent à se reproduire. Alors le genre arôme n'est pas le seul à utiliser ce stratagème, on a également les plantes du genre Aristoloche. C'est une reproduction qui est peu commune mais qui est très fascinante à expliquer. Et je pense qu'il est temps à présent de parler de la classification de l'arôme d'Italie. Entamons alors ma partie favorite sur la classification. Et avant de débuter, petit point. Comme les épisodes de Zoofish, je vais sauter le clade du règne parce que pour tous les épisodes de Botafish, ce sera le même, le règne des plantes. Donc je commence tout de suite ici par le sous-règne. Commençons alors avec le sous-règne des Trachéobionta, aussi dit trachéophytes. Ce sous-règne porte également le nom de plante vasculaire et c'est typiquement ici un terme peu connu qui comprend des espèces qui nous sont familières. Ces dernières se caractériseront par la présence de racines, mais également, comme c'est dit dans leur nom, d'un réseau permettant de faire circuler la sève. La sève existant sous deux formes, la forme brute et la forme élaborée. Cette dernière circulant grâce aux trachéides, c'est le nom des tuyaux permettant la circulation de la sève. Alors ici on peut faire un parallèle très simple avec le réseau de veines qui parcourt le corps humain et qui permet la circulation du sang. Enfin, les trachéophytes comportent différents taxons, dont les plantes à fleurs, les angiospermes, dont fait partie l'arôme d'Italie. Nous retrouvons alors la division des très connues plantes à fleurs, dénommées également d'une manière moins familière angiospermes, et d'une autre manière absente du vocabulaire du grand public, Magnoliophyta. C'est un clade qui a conquis la Terre de nos jours. Il est apparu il y a maintenant 140 millions d'années et le nombre immense d'espèces compris dans ce clade se détermine toutes par la possession d'un organe du nom de fleur, d'un ovaire du nom de fruit, ainsi que d'un albumen. Tous ces organes nous les retrouvons chez l'arôme d'Italie, qui est également dans le clade suivant, celui des monocotylédones. Monocotylédones, dicotylédones, voilà des termes qui doivent vous rappeler l'époque du collège. Cette classe est un taxon qui, comme le précédent, a un nom bien répandu de monocotylédones, mais un autre bien moins répandu de Liliopsida. À partir de ce nom, le caractère permettant à l'arôme d'Italie d'appartenir à ce taxon est d'un côté très simple. Il n'y a qu'une préfeuille naissant du cotylédon qui est la jeune pousse. Mais comme chez tous les taxons, il y aura des caractéristiques moins évidentes à prendre en compte, je vous en cite ici qu'une seule. Chez les monocotylédones, sachez que les arbres, dans le sens auquel nous les imaginons, n'existent tout simplement pas. Les monocotylédones ne forment pas de bois et ne possèdent donc pas de véritable tronc. Bien que certaines espèces peuvent atteindre la taille arborescente et égaler un arbre à l'état adulte, ce ne sera toujours qu'une question de taille.
L'ordre des alismatales est très vaste et va comprendre des espèces sensibles aux zones humides, étant donc marines et ou aquatiques. Vous allez me dire, mais que fait donc notre arôme d'Italie ici? Eh bien encore une fois, c'est une question de critères. Des critères que je ne détaillerai pas ici, ça sera fait dans des épisodes de botanique, mais que je vais là présenter d'une manière brève, mais néanmoins représentatif pour ce taxon. Nous avons donc un carpel, un organe protégeant les ovules des angiospermes, qui est dit libre, ainsi que des graines exalbuminées, soit sans albumène. Nous sommes donc ici sur un organe qui sert de stock pour la graine en termes de nourriture. Tous ces critères permettent ainsi de regrouper de nombreuses espèces, dont l'arôme d'Italie, mais également la plus petite plante recensée au monde, du nom de lentille d'eau. La famille des Aracées comprend des critères que j'ai cités tout au long de la vidéo et que je vais répéter ici une dernière fois. La famille des Aracées présente une spathe enveloppant un spadis, ainsi qu'une fructification donnant naissance à des baies. Tous ces critères font l'originalité de la plante et du taxon, et comprend également le genre Arum, dans lequel on va continuer. Le genre Arum, un taxon majoritairement méditerranéen, se caractérisant par des critères plus que déconcertants parce qu'il s'agira de l'odeur émise par les différentes espèces. Comme dit plus tôt lors de la partie biologie, on a des odeurs qui sont nauséabondes, mais il y a des exceptions. Et enfin, l'autre critère sera ici la reproduction, qui est réalisée grâce à la pratique de l'entomophilie, en bloquant les insectes dans la chambre reproductrice, qui sont en général des insectes hématophages. Et bien évidemment, la classification se termine sur l'espèce Italicum, l'Arum italicum, l'Arum d'Italie. Cette espèce apparaîtra certainement dans d'autres concepts. Je pense ici au concept de différence, dans lequel j'aimerais bien la différencier de sa cousine, l'Arum tachetée. En tout cas, pour cette espèce, elle se déterminera par les critères suivants, qui sont donc un réseau de veines blanches sur les feuilles, ainsi qu'un spadis blanchâtre ou jaunâtre. C'est sur ces critères que la partie classification, et notamment les derniers instants de la vidéo, se termine. Je vous laisse avec la conclusion. Nous y sommes enfin, la conclusion du tout premier épisode de Botafiche. C'est un soulagement d'avoir pu vous le proposer, et autant vous le dire tout de suite, il y a un tas de vidéos en préparation dans le cadre de la botanique. Premièrement, la prochaine vidéo qui sera toujours consacrée à cette parenthèse verte. Ensuite, dans le domaine des plantes, j'ai déjà entrepris l'écriture du concept de botanique pour vous introduire à la science des plantes. Et enfin, le sujet du Botafiche numéro 2, lui, est déjà défini. Suite à ces vidéos, j'espère que vous accueillerez sur la chaîne dans les prochains mois avec beaucoup d'intérêt un tout nouveau concept que je suis très curieux d'enregistrer, tout simplement parce que je vais me passer de textes préécrits comme j'essaie de faire maintenant depuis plusieurs vidéos. En plus de ça, ce sera dans le domaine de l'herpétologie. Enfin, je mets un terme à cette vidéo en vous disant à bientôt sur de prochaines vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas que la LPVP, c'est la nature de protéger.